Les soins de support sont reconnus comme essentiels en complément des traitements spécifiques pour lutter contre le cancer. Ils permettent d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour en discuter, je reçois la professeure Carole Bouloc. Elle est oncologue et chef de département des soins de support et palliatifs à l'Institut Curie. Bonjour professeure Carole Bouloc. Bonjour. Les soins de support, qu'est-ce que c'est? Alors, les soins de support ont en fait une définition précise qui vient de la circulaire ministérielle qui a été écrite en 2005. Et il existe en fait un socle de base des soins de support qui comprend 5 éléments. Tout d'abord, la prise en charge psychologique des patients, la prise en charge sur le plan des aides sociales, la prise en charge nutritionnelle, la prise en charge de la douleur et le 5e, les soins palliatifs. Donc en fait, au départ, la vocation des soins de support, ce sont des soins centrés sur la personne pour répondre à leurs difficultés qu'ils traversent au cours d'un parcours oncologique. Quelques années plus tard, on va dire en 2017, à l'instigation de l'INCa, il y a eu une deuxième circulaire ministérielle qui a complété la définition des soins de support. Et là, qu'est-ce qu'on y découvre? Eh bien, que ce panier de soins de support s'élargit aux éléments suivants: le soutien psychologique des proches, le soutien à l'hygiène de vie et la lutte contre les addictions, le soutien à la préservation de la fertilité et aux troubles de la sexualité, de la vie sexuelle, l'encouragement à l'activité physique. Et puis, 2 techniques sont préconisées, 2 techniques dans la douleur, l'hypnoanalgésie et l'analgésie intrathecale. Mais si on fait exception de ces 2 techniques, on voit que dans les soins de support qui sont présents dans la nouvelle circulaire de 2017, on est dans une autre dimension qui est centrée plutôt sur une dimension préventive, éducative. Il faut que tout patient qui entame un parcours de soins en oncologie ait des notions sur l'importance de la nutrition, de l'activité physique, du soutien des proches. Et c'est donc une deuxième phase dans l'histoire des soins de support. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses déjà dans les soins de support. On pourrait imaginer qu'il y ait dans quelques années une troisième circulaire, parce que peut-être qu'il manque les soins de bien-être, la socio-esthétique, les approches dites complémentaires qui sont maintenant quand même assez validées par un grand nombre d'essais cliniques. J'entends par là l'hypnose, la méditation, le yoga, la sophrologie. Donc tout ce qu'il rentre dans ce qu'on appelle maintenant le mouvement de la médecine intégrative ou de la cancérologie intégrative n'est pas officiellement dans cette définition des soins de support, mais devrait bientôt l'être. Et puis peut-être aussi poser plus clairement la place de l'éducation thérapeutique, de l'autonomisation des patients, de la démocratie en santé, qui est une valeur complètement soutenue par l'esprit des soins de support. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les soins de support, c'est le bien-être physique, psychique et émotionnel du patient? Parfaitement. C'est une excellente définition qui d'ailleurs se retrouve dans la qualité de vie, puisque en fait, pour évaluer l'impact des soins de support, on utilise ce qu'on appelle des patient-related outcomes. Ce sont des questionnaires remplis directement par les patients qui évaluent différentes dimensions, la dimension physique bien sûr, mais aussi la dimension psychologique, sociale et spirituelle au sens large. Et donc le bien-être, évidemment, en fait partie. Et c'est cette idée que vraiment c'est le patient qui doit dire ce qu'il ressent, ce qu'il vit, et non pas au médecin d'évaluer les conséquences des traitements sur le patient, parce que toutes les études ont montré qu'il y a toujours un décalage avec bien sûr du côté du médecin une minoration des symptômes vécus par les patients. Et il faut sortir de ce concept qui est maintenant dépassé. Le patient doit être au centre de l'évaluation de toutes nos organisations de traitement oncologique et de soins de support.
Quels sont par exemple les soins de support pour un patient ou une patiente atteint d'un cancer? Les soins de support pour les patients atteints d'un cancer sont de deux types. Soit on répond à une crise, et donc si le patient a un problème de douleur, il doit rencontrer une équipe spécialisée dans la douleur pour pouvoir bénéficier de traitements médicamenteux et non médicamenteux, puisque on sait maintenant que des techniques sont vraiment validées. J'ai cité l'hypnose, l'anesthésie intrathécale. On pourrait aussi parler de la méditation et de l'acupuncture, par exemple. D'autres traitements de soins de support indispensables, c'est être pris en charge par une diététicienne lorsqu'on a des difficultés alimentaires et de perte de poids, et par un médecin nutritionniste, surtout s'il faut mettre en place une nutrition artificielle. Pouvoir rencontrer une psychologue lorsqu'on rencontre des difficultés de syndrome dépressif ou de syndrome anxieux, de pouvoir rencontrer une assistance sociale, parce que bien souvent, le cancer entrave la vie professionnelle et on peut rapidement se retrouver avec des patients qui ont de sérieuses difficultés financières. Et puis l'autre champ très important pour les aides sociales, c'est dès que l'autonomie est réduite à cause d'un certain nombre de symptômes ou d'effets secondaires des traitements, il faut pouvoir bénéficier d'aide à domicile. Un certain nombre de dispositifs, de droits sociaux sont à présenter aux patients et les assistantes sociales les aident dans leur démarche. On a aussi, et c'est ce que je disais préalablement, besoin maintenant de pratiquer aussi un soin de support qui est beaucoup plus préventif, c'est-à-dire que dès que le patient démarre un traitement, il doit bénéficier d'outils de sensibilisation aux problématiques essentielles, à l'importance de la nutrition et de l'activité physique adaptée. C'est pourquoi souvent beaucoup de centres de cancérologie ouvrent des conférences ouvertes aux patients, aux proches bien sûr, qui sont accessibles en visio, puisque grâce au Covid, on a compris que c'était un moyen très pratique de pouvoir contacter les patients. Et ces conférences sont véritablement à visée éducative. On peut aussi proposer aux patients d'aller faire un bilan d'éducation, un bilan éducatif partagé auprès d'une infirmière qui va repérer, après un entretien d'une heure, quels sont les éventuels parcours d'éducation thérapeutique dont le patient pourrait bénéficier, comme par exemple la gestion de la douleur chronique ou la gestion des effets secondaires de l'immunothérapie, ou très utile également la gestion de comment expliquer ces effets secondaires en consultation à un médecin, comment utiliser le système de santé, parce que voilà, l'autonomie des patients, on sait que plus elle est grande, plus le patient prend part à sa prise en charge, plus il est acteur, mieux il va et mieux sa perception et son vécu de la trajectoire oncologique s'améliore. Concernant la douleur, quelles peuvent être les interventions médicamenteuses et non médicamenteuses qui peuvent soulager le patient? Alors c'est très vaste. La douleur en cancérologie est très fréquente. On sait qu'au moins 50% des patients vont être confrontés à un problème de douleur. Et elle est de tout type parce il peut s'agir d'effets secondaires de la chimiothérapie, comme la mucite, comme les neuropathies chimio-induites, notamment, ou hormono-induites. Toutes les femmes qui reçoivent une hormonothérapie adjuvante après cancer du sein savent bien, enfin pas toutes, mais beaucoup d'entre elles sont confrontées à des problèmes de douleur dont on sait qu'elles sont d'ailleurs de différents types. Mais effectivement, on a aussi des douleurs qui sont liées, dans d'autres situations, à l'évolution du cancer qui va se localiser sur une zone douloureuse, en particulier les métastases osseuses, les métastases au niveau cutané, au niveau ganglionnaire sont particulièrement douloureuses. Donc par rapport à l'étendue de ce problème, les équipes d'alcoolologie sont un véritable recours, parce qu'il faut évaluer l'intensité de sa douleur, la répercussion que ça a au quotidien, dans les activités quotidiennes et sur le plan psychologique. Donc c'est très important de faire cette première partie. Après, le diagnostic étiologique de la douleur est véritablement essentiel. Tant qu'on n'a pas trouvé la cause, on ne va pas trouver le bon traitement. Par exemple, si vous avez une métastase osseuse située à un endroit précis, vous allez pouvoir faire de la radiothérapie ciblée sur cette lésion et régler rapidement le problème de la douleur. Ensuite, on utilise des médicaments qui sont, comme vous le savez, de différentes classes. Il y a les médicaments pour la douleur nociceptive, ceux pour la douleur neuropathique.
et qui sont de différents types. Et là, il y a une véritable éducation. Il ne suffit pas de prescrire sur une ordonnance, il faut expliquer à quoi servent les différents médicaments et comment ajuster les entredoses que le patient peut prendre lorsqu'il a un accès douloureux, à quelle fréquence, dans quel intervalle de temps, comment surveiller les effets secondaires, comment surveiller l'intensité de la douleur. Toute cette prise en charge nécessite des séances éducatives qui ne consistent pas simplement à prescrire mais également à expliquer et à éduquer, des réévaluations régulières. Et enfin, on peut avoir recours aux approches non médicamenteuses qui sont tout à fait complémentaires des médicaments parce qu'on sait qu'il y a pour tout patient la possibilité d'aller chercher en lui-même des ressources internes qui vont lui permettre de mieux gérer sa douleur et de limiter l'envahissement que la douleur peut prendre dans l'esprit et dans le moral au quotidien. Donc ce sont des outils très utiles. On a parlé de l'hypnose, la sophrologie, la relaxation, l'acupuncture, le yoga. Toutes ces techniques se développent, sont évaluées par des essais cliniques et petit à petit s'intègrent dans la médecine académique et conventionnelle. Est-ce que ce sont des paramédicaux qui proposent les soins de support? Comment fait le patient pour savoir où il doit aller? Est-ce que je peux aller dans une salle de yoga? Est-ce que je dois aller chez un spécialiste? Question essentielle de savoir comment intégrer à un juste niveau la proposition et l'approche, les techniques de soins de support. La première réponse, c'est de dire qu'il faut mettre en place une veille un peu constante pour repérer auprès du patient ses besoins ses besoins de soins de support. Les acteurs donc primaires en oncologie et donc les infirmières sont les plus en contact avec les patients. Elles doivent être formées au repérage du besoin de soins de support et à une réponse de premier niveau pour déterminer ce qu'il faut faire pour aider au mieux le patient, soit lui délivrer de simples conseils, soit l'orienter vers des experts de soins de support. L'INCa a publié en 2021 un questionnaire qui permet d'être utilisé comme outil de repérage des besoins de soins de support. C'est un excellent outil. Il fait quand même 40 à 50 questions, donc se pose encore des questions sur la fréquence avec laquelle il doit être présenté au patient. Mais véritablement, le concept est là. Encore une fois, posé par un questionnaire, laisser au patient directement lui-même exprimer ses besoins. Les soins de support ensuite, pour être efficaces, doivent être à proximité du patient. Dans la plupart des cas, les patients font quand même beaucoup de kilomètres pour atteindre leur centre de cancérologie. L'idée est de construire un maillage territorial qui permette au patient de trouver à proximité de chez lui les soins de support dont il a besoin. Typiquement l'activité physique, dont on sait maintenant que c'est une obligation de le pratiquer car ça améliore la qualité de vie et très probablement aussi améliore l'efficacité des traitements contre le cancer, donc les résultats en termes de risque de rechute et de survie globale. Par conséquent, si tous les patients atteints de cancer doivent faire de l'activité physique, il faut que ça soit possible à proximité de chez eux. On a la chance en Île-de-France d'avoir un véritable maillage qui se constitue et une application prescriforme qui permet aux patients, en inscrivant son adresse, de retrouver les centres agréés qui pratiquent et qui offrent des cours de sport adaptés pour des personnes atteintes d'une maladie chronique comme le cancer. Tous les centres de cancérologie de plus en plus développent un programme starter pour l'activité physique qui permet de faire des cours de sport et d'inculquer des séances éducatives pour que le patient continue tout seul à le faire chez lui. Maintenant, on a aussi des outils digitaux qui se développent. Les soins de support digitaux offrent cet immense avantage de permettre au patient de se connecter chez lui. Donc, c'est évidemment beaucoup plus pratique quand on élimine le problème de transport. Et je pense que certainement à l'avenir, cette offre de soins de support en digital qui va devoir s'organiser. Ça a vraiment beaucoup de place dans l'avenir, je pense, pour les patients atteints de cancer. Quelles sont les autres thérapies complémentaires qui existent à disposition des patients atteints de cancer? Alors, on a des nouvelles techniques qui se développent et j'ai envie de citer la photobiomodulation, qui est une technique assez récente parmi toutes les techniques qui existent en soins de support, qui fait l'objet aussi d'études randomisées, avec maintenant un niveau preuve assez conséquent en ce qui concerne la prise en charge de la mucite
pour les patients qui reçoivent un traitement par radiochimiothérapie atteints de cancer ORL. Et cette photobiomodulation est efficace non seulement pour traiter une mucite, c'est des complications aiguës qui sont extrêmement douloureuses et qui en plus sont à risque de complications nutritionnelles. Donc la photobiomodulation est extrêmement efficace pour soulager le patient, mais c'est efficace aussi en prévention, c'est-à-dire que si on fait des séances quotidiennes en même temps que la radiothérapie, on diminue considérablement la survenue de la mucite. Il y a un potentiel énorme pour cette photobiomodulation, ce sont des rayons lumineux, des rayons laser en fait, et il y a des développements qui sont assez prometteurs pour soulager par exemple les douleurs par neuropathie ou pour soulager des problèmes de lymphœdème. Donc on a pas mal d'espoir sur cette nouvelle technique de soins de support. Vous avez été vice-présidente de l'AFSOS, donc l'Association française des soins de support en oncologie, pendant près de 10 ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté et pourquoi cette mission pour les patients? L'association l'AFSOS, l'Association française de soins oncologiques de support, a été créée peu après la nouvelle circulaire créant finalement les soins de support en 2005, donc c'est pas si vieux. Et ça a été véritablement une société qui a conduit la réflexion sur les soins de support et qui a eu un impact majeur, je pense, sur les pouvoirs publics pour inciter à leur développement et qui a aussi, d'un autre côté, fait un travail énorme de conférences, de consensus pour aboutir à des référentiels qui sont maintenant très connus, qui sont publiés dans des livres, qui sont accessibles sur le site et qui sont véritablement une référence et un guide pour tous les soignants en oncologie qui veulent connaître les bonnes pratiques en soins de support. C'est vraiment un travail remarquable et je voudrais là souligner les créateurs et les fondateurs de cette association, donc Ivan Krakowski, Mario Di Palma, Didier Mayer, Florian Scotté. Et véritablement, la place actuelle qui est quand même majeure, puisque les soins de support sont au premier plan. Avant, il y avait le trépied, radiothérapie, chirurgie, oncologie, enfin chimiothérapie. Et maintenant, on est vraiment sur une table avec 4 pieds et les soins de support et ce 4e pied qui constitue véritablement un axe de prise en charge indispensable pour le traitement des patients atteints de cancer. Donc l'AFSOS continue son développement en ouvrant maintenant une école de formation et en mettant en disposition en ligne des formations sur tout un tas de sujets de soins de support. Et puis, dernière évolution très intéressante, c'est celle d'accéder à des forums de discussion directs avec les patients qui veulent avoir des informations, qui ont des questions sur les soins de support et qui peuvent être directement en contact avec des experts, quel que soit leur lieu d'habitation. Tout ça se fait en ligne et ça permet, encore une fois, de promouvoir directement là auprès des patients et des proches les soins de support, la culture des soins de support. Merci pour vos conseils. Je vous en prie.